3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est avec nous, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Yves Maillot de nous accompagner également. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de YAM Capital et à nos côtés, en plateau, Christophe Dehondt, gérant obligataire chez CPR Asset Management. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous et ravi de vous accueillir autour de cette table pour parler politique monétaire. Peut-être pour commencer, Christophe, effectivement, on est à une semaine des décisions de la Fed et de la Banque Centrale Européenne, avec toute cette conversation de marché autour du concept de pause, un concept alors qui a été déjà passablement révisé depuis qu'il a été signalé par Jérôme Powell il y a un mois maintenant, au début du mois de mai, à l'occasion de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Un concept qui a été encore même peut-être un peu plus fragilisé depuis quelques jours, depuis hier notamment, quand on a vu la Banque du Canada, après plusieurs mois de statu quo, être obligé de repartir de l'avant en matière de restrictions monétaires. Oui, donc c'était un peu la surprise de début de semaine, cette remontée des taux au Canada, en Australie, avec des tensions qui se recréent maintenant sur les taux courts américains. On l'a vu avec le repricing des hausses probables la semaine prochaine sur la Réserve fédérale. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 30% de probabilité d'une hausse de 25 BP estimée par les marchés. Donc ça, ce serait pour la semaine prochaine, mercredi prochain, réunion de la Fed. Chez CPR, on pense que globalement, la Fed devrait être en statu quo, étant donné qu'on aurait plus d'informations pour la prochaine réunion qui se tiendrait en juillet. On aurait donc 2 chiffres d'inflation. L'inflation, ce sera aussi la semaine prochaine aux États-Unis. Et on aurait l'inflation de juillet, plus le rapport sur l'emploi de juin qui tomberait début juillet. Donc ça permettrait à la Fed d'avoir un peu plus d'éléments, sachant qu'en même temps, elle fait un quantitative tightening qui va être assez agressif en juin. Ça retire des liquidités du marché. Elle va peut-être se donner le temps de regarder un peu l'impact sur l'ensemble des marchés avant de continuer ses hausses de taux. Sur l'inflation, effectivement, alors le chiffre sera publié mardi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, début de semaine prochaine. Donc l'inflation du mois de mai, le rapport sur l'inflation du mois de mai aux États-Unis, pendant le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. On peut imaginer, avec les indicateurs avancés qu'on peut avoir, avec la logique d'effet de base aussi, que la tendance continue de marquer une étape à la baisse en matière d'inflation aux États-Unis. Mécaniquement, avec l'effet de base, on devrait avoir l'inflation globale qui continue de décroître. Donc là, on est autour de 4,9%. Sur la publication du chiffre de mai, on devrait tomber autour de 4,2%. Maintenant, les inquiétudes, c'est effectivement si cette inflation décroît moins vite, ce que devra faire la Fed. Donc voilà, est-ce qu'elle va être un peu plus au quiche ou pas c'est plus compliqué dans un contexte où l'inflation reste plutôt orientée déjà elle est au-dessus de cette target Banque centrale. La target est au-dessus elle est à 2%. On est largement au-dessus on est quasiment à 5%. Donc on va décroître. D'ici la fin d'année, cette inflation devrait continuer sa décrue et passer sous les 3%. Donc, aux États-Unis, on serait sous les 3%. Mais voilà, il faut aussi regarder l'évolution de l'inflation corps, hors alimentation et énergie. Et cette inflation corps met un peu plus de temps à décroître. Est-ce que c'est juste une question de temps à ce stade, Frédéric, ou est-ce que la question du niveau de restriction monétaire qui a déjà été embarqué, 500 points de base de hausse de taux en 14 mois pour la Fed, est-ce que cette question reste encore ouverte ? En tout cas, sur les marchés, il y a une sensibilité, clairement. Il y a une sensibilité, vous l'avez évoqué, mais depuis 2-3 jours, on voit que cette interrogation suscitée par la réaction de la Banque centrale canadienne sur pause, pas pause, est-ce que s'il y a pause, est-ce que c'est pas 25 ou 50 derrière, ce genre de questionnements qui se sont rajoutés un petit peu, a provoqué un petit mouvement quand même significatif depuis 2-3 jours sur les marchés américains notamment, mais un peu d'impact sur les marchés européens avec, oui, effectivement, peut-être que la croissance va tenir aux États-Unis, que les valeurs de croissance qui ont fortement monté, pas forcément compatibles avec une trajectoire encore de hausse des taux. Et ça a provoqué une rotation sectorielle, un virage à 180 degrés. On a vu, c'est assez rare quand même, la séance d'hier, elle était quand même assez particulière. Je n'ai pas souvenir d'avoir ce truc-là. On a eu, en gros, les 4 GAFA qui ont perdu entre 3 et 4%. Et le reste était plutôt stable. Ce qui est assez étonnant. Et d'ailleurs, les indices ne se sont pas non plus effondrés, alors qu'on avait quand même ces valeurs-là qui avaient fortement chuté. Donc ça montre aussi que tout le mouvement a été
bien sûr impacté par l'intelligence artificielle, mais également par des anticipations sur les taux d'intérêt. Et voilà, c'est des réactions qui sont des réactions très court terme, honnêtement, qui peuvent être mises en cause dès la semaine prochaine. Mais on voit que ça, quand même, on a tendance à dire oui, est-ce que c'est vraiment important ? Voilà, on sait que la trajectoire sera plutôt à la baisse des taux. Est-ce que c'est pas l'année prochaine ? Oui. Quand on investit, c'est quelque part un détail sur le moyen long terme. Mais on voit quand même que ça a des incidences majeures quand même sur le marché, en tout cas sur le court terme. Oui, et puis ça montre que le schéma qui a prévalu jusqu'à présent, c'est l'idée de se dire que oui, la destination est peut-être une destination vers la récession ou un soft landing, Il n'est pas tranché. Non, mais ce voyage, de toute façon, ne prend que toujours plus de temps, d'une certaine manière. Et cette incertitude sur les banques centrales a provoqué quand même une discussion. Plus on avance, moins on a de certitude. C'est assez incroyable. C'est qu'aujourd'hui, vous avez autant de gens qui parient sur effectivement une récession que un truc un peu flat, ou légère croissance. Donc il y a une vraie incertitude qui est importante, honnêtement, dans nos métiers, parce que c'est pas du tout la même typologie d'investissement qu'on doit faire. Et c'est pour ça que je pense que le message qui sera adressé par la Banque centrale américaine, au-delà du fait 0,25, est-ce que c'est vraiment important, c'est peut-être aussi quelque chose qui va driver peut-être la deuxième partie de l'année sur ce qu'on doit faire réellement, et notamment sur le marché américain. Ouais. Bon, sur les politiques monétaires à ce stade, Yves, effectivement, alors c'est la petite histoire, c'est le petit bout de la lorgnette. Est-ce qu'il faut encore faire 25, se mettre en pause, rester en pause, combien de temps, etc. On sent bien en tout cas quand même qu'une grosse partie du chemin, si ce n'est l'essentiel, a été fait. Ça reste toujours valable aujourd'hui. Si on prend un peu de recul, c'est finalement une question assez accessoire. Oui. Alors au quotidien, à la semaine, effectivement, on voit des mouvements de balancier très très puissants, d'autant qu'on a eu sur le secteur technologique quand même des performances assez spectaculaires, en particulier sur certains titres. Donc ce qui vient d'être mentionné est assez logique aussi. On a des effets de rétro, de retour à une forme de moyenne ou de tendance, d'ailleurs, concernant les technologies, qui me semble toujours sur un trend très, très positif. Donc, si on prend un peu de recul, ce qui compte... Alors, les gérants à plus court terme sur le marché, les investisseurs sont tous un peu gênés. Il y a beaucoup d'inconfort parce qu'on sent bien la sensibilité, justement, pas seulement au niveau des taux et au niveau ou à la rapidité des tightening, enfin, de tout ce qui concerne la politique monétaire, mais surtout à la perception qu'a le marché de ce que pourraient faire ou comprendre les banques centrales. Et force est de constater que depuis 2 ans, ils ont été quand même systématiquement et notoirement à contre-temps. Donc on se dit, est-ce qu'une erreur de politique monétaire, en tout cas des actions de politique monétaire qui seraient encore un petit peu trop tardives dans le cycle, vont pas perdurer et finalement générer des mouvements de marché de retour dans l'autre sens un peu trop brutaux. Voilà. Et donc, il faut gérer avec ça quelque part. Mais l'erreur à ce stade, c'est quoi, Yves ? L'erreur, ce serait d'être trop frileux d'enclencher un 25 BP la semaine prochaine ou en juillet, ou l'erreur, ce serait de rester un peu dans le biais de confirmation des derniers mois, de se dire non, mais c'est l'inflation toujours, la lutte contre l'inflation doit prévaloir sur tout le reste, et ce serait quoi l'erreur à ce stade-là ? Écoutez, je vais vous décevoir, Grégoire, j'en sais rien, parce que justement, moi aussi, je suis dans l'inconfort. Hein. Est-ce que l'inflation structurelle qui s'est enclenchée il y a 1 an va perdurer, dans quelle amplitude, etc. C'est assez compliqué. En l'état actuel des choses, on voit un net mouvement de décélération de l'inflation et qu'on peut se dire qu'à horizon de 12 mois, il est logique que les banques centrales fassent une pause. Voire, si l'activité économique commence à donner des signes un peu plus négatifs, comme ça commence à être le cas, de commencer à baisser un peu la garde. Bon, pour l'instant, ce n'est pas tellement le discours qu'on a eu, en particulier de la BCE, qui elle-même est partie très en retard. Il faut se souvenir que tout ça n'a démarré qu'il y a moins d'1 an. Oui, non, mais bien sûr. Donc voilà, on est dans ce... Bien sûr. Tout va très très vite, le marché est un animal très rapide, etc. Mais... Moi, je suis personnellement un adepte des politiques de monnaie plutôt fortes, mais on est allé très très loin depuis 15-20 ans. Donc là, il s'agit de gérer aussi une conjoncture et de pas faire n'importe quoi à contre-temps. Donc voilà un peu la problématique. Et il faut essayer de deviner ce que vont faire de bien ou pas bien et de ce que va être la teneur du discours. Hein. C'est aussi ça, le challenge du marché à plus court terme. Voilà. Après,
les fondamentaux sont là, les tendances fondamentales, les tendances sectorielles, changement de technologie, tout ça. Mais là, c'est sur un temps beaucoup plus long. Oui, même si beaucoup se joue dès aujourd'hui sur ce thème nouveau de l'IA générative. Sur la partie européenne, Christophe, on a vu, et ça a marqué quand même les esprits, la publication des estimations d'inflation pour le mois de mai en zone euro, avec là une vraie marche à la baisse, qui était pris comme un signal évidemment encourageant de ce point de vue-là. Du point de vue des autorités monétaires, Christine Lagarde, on veut certainement pas décrire ce point d'inflation comme le début d'une tendance. Mais quand on est gérant obligataire, quand on est dans le marché et qu'on n'a pas forcément la même retenue de parole que les banques centrales, est-ce que oui, c'est le début d'une tendance désinflationniste en Europe ? La Banque Centrale Européenne a commencé à ralentir ses hausses de taux. Donc, elle était à 50 BP ou 75 BP, elle est passée à 50, 25. Donc maintenant, pour la semaine prochaine, il n'y a aucun suspense. Le marché s'attend à quasiment à 100% de probabilité d'une hausse de 25 BP, donc elle sera actée. La question va venir pour les prochaines séances. On pense que globalement en juillet, il devrait y avoir 25 supplémentaires. C'est à peu près le discours de Lagarde. Elle pense qu'il y aura encore de hausse avant de se donner du temps pour voir est-ce qu'elle continue ou pas les hausses de taux. Donc ça, c'est un premier point. Le marché l'a complètement intégré, donc il n'y a pas beaucoup de surprises. La surprise viendrait plutôt du retrait de liquidité qui va commencer là, à partir du mois de juin avec les 27 milliards de non-réinvestissement des titres arrivant en échéance. Donc ce retrait de liquidité, on l'a en Europe, et on l'aura aussi aux États-Unis. Oui. Donc, on a été habitué ces dernières années à avoir un océan de liquidité avec des banques centrales qui mettaient sur la table à chaque fois à peu près 100 milliards par mois de liquidité. Aujourd'hui, on va avoir ce retrait de liquidité qui va peut-être avoir un impact plus fort que juste 25 BP de hausse. Si on prend la liquidité banque centrale offerte par les 3, 4, 5 plus grandes banques centrales du monde, finalement, jusqu'à il y a quelques mois, je ne dis pas qu'il y avait beaucoup plus de liquidité, mais en tout cas, il n'y avait pas vraiment de retrait de liquidité. Non, il n'y avait pas de retrait. Là, le gros retrait va venir des États-Unis avec les émissions de T-bills, les titres courts américains, où on devrait, le Trésor va essayer de reconstituer son compte auprès de la Réserve fédérale, et c'est à peu près 400 milliards qui vont être retirés du marché de la liquidité, 400 milliards de liquidités qui vont être retirés du marché en juin. Et si on regarde à peu près le planning d'émissions jusqu'à la fin 2023 aux États-Unis, il y a à peu près encore sur le deuxième semestre, à peu près 700 milliards de liquidités qui risquent d'être... de T-bills qui vont être émis, que de la liquidité qui risque d'être retirée. Alors c'est une bonne partie de ces émissions, c'est tout ce qui n'a pas pu être émis par le Trésor, justement, depuis le début de l'année avec le plafond de la dette. Mais c'est vrai que ça crée quand même une situation de déluge d'émissions dans un temps assez raccourci. C'est assez inédit, visiblement, de ce point de vue-là, Christophe. Donc, c'est une forme d'expérience au regard du calendrier, de l'appétit que pourraient avoir les investisseurs par rapport au prix proposé, aux rendements qui vont être proposés sur ces papiers. Ça passe facilement, ça peut être compliqué, ça peut créer un peu de stress et des poches de stress spécifiques. En début de semaine, ça s'est plutôt bien passé parce que les titres émis avaient des taux de rendement qui étaient supérieurs au taux de refinancement auprès de la Fed. D'accord. Donc ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, à voir comment vont se passer les suivants. Les prochaines émissions. Et là, c'est l'incertitude la plus totale parce que à un moment donné, on va se demander à combien va être financé le Trésor. Et là, ça va être un vrai sujet, sachant que ces liquidités viennent retirer de la liquidité auprès des petites banques, essentiellement. Oui, c'est ça. Et on a vu, justement, en février, les secousses qu'on pouvait avoir sur le marché. C'est-à-dire que on a un peu... on n'a pas oublié, mais... c'est moins présent dans l'actualité quotidienne de marché, effectivement, le stress bancaire. Mais là, il y a un vrai sujet ou un vrai risque de remettre une pression sur les banques régionales, sur les dépôts des déposants dans ces banques. On risque effectivement d'avoir un retrait de liquidité sur les banques les plus fragiles. Ouais. Frédéric ? Je pense au gérant qui a 15 ans d'expérience, qui a peut-être jamais connu
contraction des bilans de banque centrale. Bah Donc, non, je savais pas que c'était possible. Il faut que ça arrive, effectivement. Ça, c'est la grosse incertitude, parce que les bilans sont tirés comme jamais, et qu'on n'a pas d'expérience un peu de Japon sur qu'est-ce qu'un bilan. Alors, il y a eu des petites tentatives, mais là, vu l'ampleur du resserrement... Il y a beaucoup d'événements qui vont se conjuguer, les réductions de bilan passifs vont augmenter, etc. Donc ça va être... là, pour le coup, ça va être... Je ne vais pas dire que ça va être marrant, mais il va falloir un peu comprendre un peu comment ça fonctionne réellement. Parce que autant on a eu des mouvements sur les taux globaux, on a eu des bilans qui se sont alourdis de manière... global. Maintenant, si tout le monde resserre au même moment, c'est vrai que c'est un vrai questionnement, parce que honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça peut se passer. Je n'arrive pas à comprendre, par exemple, sur les marchés interbancaires, quelles conséquences ça peut avoir. Est-ce qu'on va pas avoir des poches de stress à un moment donné? C'est typiquement, on va tester. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a vu par le passé, que ce soit en Angleterre aussi, quand il y a eu des mouvements de politique un peu incontrôlés, on a vu que ça avait stressé, qu'il a fallu 24 heures, 48 heures pour remettre un peu les choses en ordre. Donc peut-être qu'on aura effectivement pendant des trucs qui ne vont pas passer à un moment donné, des stress, des banques qui n'arrivent pas à se refinancer sur court terme, on se prêtera peut-être plus entre nous. Et ça va générer de la volatilité sur 24 heures, 48 heures. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir ce genre d'accident dans les prochains mois. Bon. C'est pas dramatique, hein, mais ça peut provoquer aussi des pauses ou un reconditionnement du resserrement monétaire. Mais c'est un bon argument pour la Fed dans l'idée d'une pause. Tout à fait. Se dire, attendez, on va quand même voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe, et puis si ça fonctionne, on continue. Oui, parce que c'est ce que vous disiez, Christophe. Enfin, ces retraits de liquidités, ça équivaut, on peut les mettre en équivalence avec, je sais pas, 25, 50 BP de hausse de taux supplémentaire, peut-être. C'est ça l'idée. Oui, et puis on voit que l'impact de février sur SVB a eu comme conséquence un resserrement des conditions de liquidité. Maintenant, ça reste d'actualité. C'est beaucoup plus difficile pour les entreprises et pour les ménages d'avoir des prêts auprès des banques. Donc, tout ça devrait s'amplifier, en fait. Le resserrement des conditions de crédit va continuer. Oui. Ce qui est l'objectif. Oui, bien sûr. Voilà. Après, il faut que ce soit le plus ordonné possible. Oui. Évidemment, c'est le but pour les banques centrales. Mais la politique monétaire passe par un moment la restriction du crédit. Sachant que lorsqu'on a vu l'événement de février avec SVB, l'impact sur les taux a été assez costaud quand même. Donc on a eu un mouvement aussi bien à la baisse des taux et des mouvements de courbes qui ont été assez violents, aussi bien sur les US que la zone euro. Donc en fonction de comment ça va évoluer, je rejoins tout à fait Frédéric, on n'a pas trop d'idées de... mais... Et le marché price déjà avec sa courbe des taux aux US qui est totalement inversée entre le 2-10. Le 2-10 ans, on a quand même un pricing qui est quand même assez fort pour se dire on va vers une récession, même si Jérôme Powell n'a pas l'air d'y croire. Non, il l'a dit effectivement il y a encore un mois. Il endosse personnellement l'idée qu'on peut encore éviter la récession, qu'il y a peut-être une probabilité supérieure, qu'il n'y ait pas de récession, une probabilité d'avoir une récession. Bon, après, il faut définir les horizons, etc. Il y aura forcément un jour à nouveau une récession. On le voit d'ailleurs en Europe, on n'est pas à l'abri, à travers le jeu des révisions, d'avoir techniquement des PIB un peu négatifs. Est-ce que ça fait pour autant une récession? Ou en tout cas, est-ce que ce qu'on observe en zone euro, sous l'effet des révisions et de pays spécifiques, l'Allemagne bien sûr, mais l'Irlande aussi, la volatilité du PIB irlandais liée aux recettes fiscales est quand même majeure dans cette histoire de révision du PIB zone euro. Est-ce que sur le plan macro, c'est l'idée d'une récession? Est-ce que ça change la lecture macro qu'on avait de la zone euro jusqu'à présent? Non, et puis en même temps, on évoquait la Chine qui desserrait un peu ses conditions. Oui. Donc on peut avoir une zone qui ralentit un peu. Alors est-ce qu'on va être à 0, moins 0,10 sur la croissance, ou aidé par les pays qui desserrent en ce moment? Donc on peut avoir un transfert de croissance temporaire et puis avoir une tenue de l'économie mondiale qui tient plutôt bien. Le dollar qui remonte depuis le mois de mai, depuis le moment où Jérôme Powell nous a signalé l'idée d'une pause, on voit le dollar qui rebondit. Alors c'est toujours un sujet intéressant. Ça l'est peut-être particulièrement en ce moment. Je ne sais pas, Yves, il y a une réflexion, un commentaire particulier sur ce qu'on a pu voir. Il est remonté
particulier contre l'euro, qui est une zone qui, comme on vient de le dire, alors peut-être pas récession, mais enfin bon, on a sur le premier trimestre une baisse du PIB, ce qui n'est pas du tout le cas encore aux États-Unis. Donc rien que ça peut expliquer cette fermeté mon sens du dollar. Je ne vois pas tellement d'autres raisons non plus. Il y a eu aussi le phénomène de stress très ponctuel qu'on a eu au cours du premier trimestre. Qui, on le sait, favorise aussi toujours le billet vert. Voilà les explications. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, ça peut paraître un peu étrange, effectivement. Devant nous, il y a des facteurs qui plaident plutôt pour une baisse du dollar ? Voilà. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent pour les raisons mentionnées. Voilà. Il y a un petit contre-pied quand même depuis quelques semaines sur l'idée de la grande baisse du dollar, avec la pause de la Fed, qui débouchera à un moment sur des baisses de taux, etc. Enfin, tout ça a été un peu mis entre parenthèses. Mais si vous vous souvenez, la dernière fois que je suis venu ici, c'était un sujet d'ailleurs sur le dollar, trajectoire du dollar, et je plaidais effectivement pour un rebond tout court terme sur du dollar. Parce que c'est des cycles, on connaît très bien le mode de fluctuation du dollar, c'est pas nouveau, et qu'on a un point pivot qui doit tourner aux alentours de 1,15, 1,17. Donc là, on a des facteurs techniques qui sont liés à des différentiels de croissance, qui sont liés aussi peut-être à des anticipations sur les taux d'intérêt. À noter par exemple qu'il y a des monnaies comme la livre aussi, parce que la trajectoire de remontée de taux est peut-être plus forte encore au niveau de la BOE qui remonte aussi. C'est vraiment une faiblesse. C'est une faiblesse. Par contre, on voit bien que c'est très désordonné les devises. Quand vous voyez ce qui se passe en Turquie, par exemple, il y a des fluctuations. Un crack, c'est un vrai crack sur la lire turque. Oui, bon, j'ai l'impression que c'est tous les 10 ans. Oui, non, mais c'est pas nouveau. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de bouleversement sur les monnaies. On essaie de trouver un point d'équilibre. On semble quand même s'être un peu stabilisé autour de l'euro-dollar malgré la remontée c'est ce que je dis depuis quelques jours. Là, on sent quand même des intérêts un peu différents dans le marché, peut-être. Voilà. Puis après, il y a ce spectre de la dédollarisation sur lequel on amplifie un petit peu parce que ça donne un peu de littérature. Honnêtement, je pense qu'il faut être honnête. Je pense qu'on n'a pas vraiment d'idée de la trajectoire. La tendance voudrait que dans le cycle, on soit plutôt sur une faiblesse du dollar vers un 15, un 17, qui sera à peu près la trajectoire de la PPA, la parité des pouvoirs d'achat. Voilà, ça aussi, c'est pas, tant qu'on reste dans cette facteur-là, c'est pas très gênant. Après, on est dans une phase électorale aux États-Unis aussi, où on l'a vu avec Trump, c'était souvent des sujets de discussion sur force ou faiblesse du dollar, sachant que Trump à l'époque avait changé 2 fois d'avis. Donc, on savait plus trop à un moment si c'était pour le dollar fort. Il le savait pas lui-même. S'il fallait faire baisser le dollar. Donc c'est pas un sujet majeur parce que je pense honnêtement que ça devrait être contenu entre 1,05 et éventuellement 1,15. Voilà, le gros mouvement a été fait déjà sur le dollar. C'est un sujet canalisé là, cette histoire du dollar pour vous aussi, Christophe, chez CPR. Chez CPR, on a 2 scénarios de ralentissement modéré de l'économie, où les banques centrales montent leur taux, donc de 25 BP en Europe, et puis une pause du côté de la Fed. Et là, on a un dollar qui se maintient plutôt autour de 1,10. Donc, avec ce qu'on voyait début mai. C'est un autre scénario central, 70% de probabilité. Okay. Et le scénario plutôt de risque, c'est le fait que l'inflation tienne un peu plus, que les banques centrales aille un peu plus loin dans la remontée de taux. Et là, on a une appréciation du dollar, donc un scénario à 30%, le dollar revient à 0,5. D'accord. Donc à 3 mois, on a deux. Voilà. Je comprends. Mais tout dépendra des données, effectivement, de ce point de vue-là, et des décisions de banques centrales. Dans le scénario adverse, l'idée, c'est les banques centrales sont obligées d'aller plus haut encore que prévu. Plus les banques centrales vont haut, plus le risque économique est important à l'arrivée, c'est ça ? Exactement. D'accord. Le ralentissement va être un peu plus rapide. Plus sévère. Voilà. Ok. Et c'est 70-30 ? 70-30. C'est ça. C'est tranché quand même, oui. Il y a un vrai scénario central. Il y a une vraie conviction. Oui, il y a une vraie conviction à 70% là-dessus. Allons-y sur la tech. Yves, l'intelligence artificielle générative, donc, qui connaît un buzz, un battage médiatique, comme ça arrive régulièrement. C'est ce qu'on se disait avant de commencer. L'IA n'a pas démarré à l'automne dernier avec ChatGPT, mais il y a cet effet de médiatisation, d'appropriation par le public, avec une vitesse d'adoption de l'outil qui n'a jamais été vue dans l'histoire, etc., etc., etc. Et évidemment, ça se retrouve en bourse à un moment ou à un autre. On est dans ce moment-là.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont le marché, cristallise cet enthousiasme que seul le marché boursier peut nous apporter? L'essentiel est dit, là, Grégoire, mais c'est vrai que la caractéristique de ce qui se passe depuis quelques mois, on en avait déjà, je me souviens, parlé il n'y a pas longtemps sur ce plateau, c'est que les choses vont très très vite, encore plus vite que sur les révolutions technologiques, petite révolution, mais précédente, en particulier Internet, et même toutes les petites révolutions techniques qu'on a connues entre-temps. Et là, la perception du public, elle est dans le vécu quotidien de beaucoup de gens, en tout cas, qui intègrent dans leurs outils professionnels, dans leurs travaux de tous les jours, des professionnels qui intègrent sur des applications spécifiques l'intelligence artificielle, les grands de la technologie, du software qui l'intègrent dans leurs offres. Et donc, on a une vitesse d'adoption, effectivement, comme on n'a jamais eu jusqu'à présent. Donc, le phénomène de début de bulle, on va parler comme ça, qui se matérialise sur les valeurs boursières liées de près ou de loin côté matériel ou côté technologie software, évidemment, est d'autant plus justifié que tout ça prend un caractère très très rapide et très universel. Voilà, donc tout ça me semble aller finalement répondre à une grande logique. Ouais. Alors jusqu'où Et quand vous dites début de bulle, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est un thème qui va prendre beaucoup d'ampleur, qui va embarquer beaucoup plus de secteurs que simplement les chips Nvidia et quelques valeurs autour. C'est début de bulle, ça veut dire qu'il y a un élargissement de la bulle devant nous? Je dis début de bulle parce qu'on a vu les valeurs, les sociétés les plus impliquées connaître des taux de progression hyper rapides. Après, est-ce qu'elles sont survalorisées eu égard à la croissance On ne sait plus. Et au gain de productivité? Ça, c'est très compliqué de le dire. J'ai tendance à penser que non. Mais c'est la vitesse de progression, d'autant qu'il faut quand même se rappeler, revenir quelques mois en arrière. On a des marchés financiers, des marchés actions qui ont commencé à fortement rebondir à partir octobre-novembre. C'est finalement pas si loin, c'est il y a 6 mois, dans un contexte où les valeurs technologiques avaient connu leur plus mauvaise séquence semestrielle depuis très longtemps. Donc là, on a un phénomène de rattrapage qui est d'autant plus fort qu'on rentre aussi, on a la perception de ce phénomène de changement. Après, je dirais que la logique, c'est qu'on rentre vraiment en phénomène de bulle, c'est-à-dire de survalorisation trop rapide, comme on l'a connu. En mémoire très précisément ce qui s'était passé il y a plus de 20 ans avec Internet, où finalement il a fallu attendre après pas mal d'années avant que la réalité perçue et anticipée par les valorisations boursières se retrouve dans la vraie économie. Et l'économie et les utilisations de tout à chacun, qui sont même allés au-delà de ce qu'on anticipait à l'époque. Oui. Voilà. Et donc la logique, c'est qu'on aille même encore beaucoup plus loin sur les Nvidia, les Palantir, etc. Enfin, toutes ces... sachant que pour ces boîtes-là, contrairement au .com, Nvidia... c'est pas une promesse à 10 ans de chiffre d'affaires. C'est là, dès maintenant, le chiffre d'affaires du T2, c'est 30 à 50% de plus que ce qu'on pouvait signaler il y a 3 ou 6 mois. C'est pour ça que je n'ai pas aujourd'hui la sensation qu'on est dans quelque chose de délirant, bien au contraire. Alors je me souviens qu'il y a 20 ans, on parlait d'Internet, la société XY, le distributeur, parce qu'il commençait à dire qu'il allait fabriquer son site et peut-être un jour vendre sur Internet, c'était l'envolée boursière. On était déjà dans on était comme Musk avec Mars, alors que là, effectivement, on y est déjà sur Mars. Je sais pas, je trouve que le marché garde la tête froide là. Comme on avait eu le communiqué de Carrefour sur la blockchain, nous disant qu'ils utilisaient la blockchain dans la chaîne logistique, ce qui n'a évidemment rien changé au modèle d'affaires de Carrefour. Carrefour publie ce matin le même communiqué pour nous dire qu'ils utilisent, mais ils ont raison de le faire, c'est pas du tout une critique. Ils nous disent qu'ils utilisent l'IA générative, ChatGPT, dans les robots conversationnels qu'ils peuvent avoir avec leurs clients pour aider à faire nos courses, aider à trouver une recette, etc. Le titre Carrefour prend pas 15% sur ce communiqué, vous voyez ce que je veux dire? Il y a le marché quand même... peut-être parce que justement, c'est pas du rêve, c'est de la réalité. Précisément. Et on peut le percevoir comme ça. Donc c'est aussi peut-être la différence. Voilà. Donc c'est vrai que le terme bulle est peut-être
En tout cas, Non, aujourd'hui, mais inadéquat. début d'une bulle. Oui, parce qu'il y a le phénomène quand même d'exagération. Encore une fois, Oui. c'est le marché Ça a été boursier vite. Ça a par été- nature voilà. peut avoir ce genre d'enthousiasme. Et le fait qu'on soit sur le thème semi-conducteur aujourd'hui, oui, c'est un thème sur lequel on peut rester positionné, selon vous. Oui, mais alors il faut vraiment là faire du stock picking, parce qu'on D'accord. sait tous qu'on a des fabricants qui ont des spécialités Ouais. sectorielles et que ce que vend ST Microelectronics, même si c'est un très beau groupe, ne correspond pas du tout à ce qu'on recherche quand on parle des applications liées à l'intelligence artificielle générative. Et là, c'est vrai qu'on a un acteur qui est, lui, pour l'instant, positionné, et c'est quasi le seul. Donc, on est dans une segmentation de l'offre qui est très particulière. Bon, Frédéric, vous en avez, comme tout le monde, connu des engouements de marché. Est-ce que celui-là est différent? Non, mais c'est un thème quand même qui... on comprend que c'est un thème peut-être plus profond, que c'est un thème aussi de long terme, qui peut générer des transformations dans nos modes de travail, qui sont déjà perturbés depuis 2-3 ans. Donc on a l'impression que c'est quand même un vrai thème qui s'installe, avec ce que ça implique en termes d'univers d'investissement, de gagnants, de perdants, sectoriels, etc. quoi. Ouais. Et en début d'année, quand je suis venu ici, j'ai dit il y a qu'une chose à faire sur les marchés américains, c'est les technos, et notamment les GAFA. Par contre, j'avais... Oubliez Nvidia. Non, c'est pas ça. J'avais pas imaginé 30 secondes que ça allait être aussi violent, aussi rapide, et qu'on allait trouver quelque chose d'aussi fort. Chez un confrère, j'avais dit, le jour où on parlera de l'intelligence artificielle dans une lessive, c'est que là, on sera vraiment dans le mode bulle. Vous voyez, Carrefour, on n'en est vraiment pas très très loin. La grosse différence, c'est lorsque parler d'intelligence artificielle pour les grands acteurs. Alors, je vais vous donner quelques noms pour moi qui sont les plus évidents. Bien sûr, Microsoft, Alphabet, Amazon, Adobe, Salesforce. Ce sont des gens aujourd'hui qui, finalement, qu'apporte l'intelligence artificielle si ce n'est une optimisation de produits déjà existants, une customisation de choses déjà rentables et déjà déployées. Quand on parlait de .com, je parlais des introductions à l'époque, PèreNoël.fr qui voulait révolutionner... Comment ça s'appelait PèreNoël.fr. PèreNoël.fr. Qui voulait révolutionner la distribution et tout ça, ça pesait sur le marché mondial. Là, on est sur quelque chose de concret. On est sur des acteurs qui... les GAFA ont grosso modo 100 milliards de cash, toutes quasiment 100 milliards de cash. Elles ont des modèles hyper rentables et l'intelligence artificielle va rajouter de la rentabilité sur quelque chose de déjà existant. Donc, définir ce que c'est qu'une bulle, c'est beaucoup plus complexe. Parce que là, c'est pas un chiffre d'affaires a priori, c'est quelque chose d'existant. On le voit immédiatement avec Nvidia. Donc, ce qu'on a découvert avec l'intelligence artificielle, c'est bien sûr le véhicule qui va nous faire une exagération boursière. Ça peut effectivement nous propulser sur des niveaux relativement élevés. Il ne faut pas négliger ce mouvement. Là, ce qu'on a vu, c'est effectivement une hyperconcentration de la performance, 10 valeurs qui font le S&P. On le voit graphiquement, 10 valeurs cumulées, c'est fait pile poil la performance du S&P. Ça peut nous emmener très loin, ce truc-là. La crainte majeure, c'est que ça entraîne des gens qui n'ont rien à y faire. C'est ça peut-être le plus gros danger, parce que l'intelligence artificielle, ça demande énormément de CAPEX. On sait très bien qu'il y a une prime à l'existant, à celui qui en avance, et ceux qui vont se mettre après, qui vont rater un petit peu le virage, risquent d'être embarqués quand même, boursièrement parlant, puis là, ça va faire des dégâts. Donc c'est ça le plus gros danger. Il faut être, je pense, toujours être extrêmement sélectif, ne pas se tromper comme on l'a eu avec le blockchain, où effectivement, on a vu des entreprises qui s'appelaient blockchain ou qui... Et je vois pas cette dérive, justement. Je trouve que le marché, encore une fois, exagère beaucoup, mais sur une poignée d'acteurs où c'est très légitime. C'est exactement ça. Et il n'y a pas derrière, même sur les softwares ou les logiciels, c'est un vrai débat. Mais un titre, encore une fois, comme Capgemini, ça fait des mois que le titre baisse. Plus le buzz IA monte, plus ces boîtes-là sont attaquées. Est-ce que le marché se dit, attends, je suis pas sûr que ces boîtes-là vont être tout de suite gagnantes, ou ça va prendre du temps, il va falloir changer les modèles de ces entreprises avant que peut-être elles en profitent pleinement. Souvenez-vous, il y a 2-3 ans, le métaverse, c'était l'inverse. Ben ouais. Le métaverse, je ne veux pas parler de Cathy, elle a fait son buzz là-dessus, Cathy Wood, oui. Les Roblox, vous parlez de GameStop et tout ça. Bon, bref, il s'est passé énormément de choses et on prenait des acteurs, à l'époque déjà comme Nvidia, qui
avaient du business et qui n'ont pas besoin du métaverse pour exister, et des entreprises qui structurellement ne peuvent pas gagner d'argent. Et on a pris tout ça, alors aussi parce que les taux d'intérêt étaient à zéro. Ça aide aussi dans l'investissement. La prise de risque aide effectivement à aller chercher même les nanars. Là, le marché, les taux étant beaucoup plus élevés, on est naturellement beaucoup plus sélectif dans notre façon de gérer. C'est l'intelligence a été provoquée par le contexte monétaire qui nous impose d'être hyper sélectif, et notamment parce que la rentabilité, par exemple, du S&P versus les taux d'intérêt est plutôt négative. Donc, ça nous impose dans la sélection des actions d'aller chercher les entreprises qui génèrent du cash flow, qui ont un bilan solide, et même sur des thématiques fortes. Le plus gros danger, c'est quand des types Roblox ou des choses comme ça partiront à la hausse sur quelque chose où elles n'ont rien à faire. Voilà. On en est vraiment très très loin pour l'instant. Non. Mais attention à la puissance de ce genre de thème. Beaufort rappelait que pour faire péter la bulle .com, ce qui a fait exploser la bulle .com, c'est 4% de taux réel. Ça a été 3% de taux réel pour la bulle des subprimes. Les cryptos, ça a commencé à bien caler. FTX, on avait déjà 250 points de base de hausse de taux. Là, on a quoi 1,5 de taux réel aux États-Unis. Donc, vu la puissance du thème, il a fallu 4% de taux réel pour la bulle Internet. Absolument, on n'est pas... On est loin, on est loin de ça. Et ce qui peut provoquer encore 10% par exemple sur le Nasdaq de hausse, ça serait pas illogique, honnêtement. Ce risque, il existe. Oui, ça risque pour ceux qui ne sont pas. Non, mais risque à la hausse, oui. Oui, en l'occurrence, il y a des positionnements qui sont encore vendeurs sur le marché. Comment on peut imaginer la fonction de réaction des régulateurs sur cette technologie IA générative? On a vu déjà beaucoup de prises de parole publiques, de tribunes, etc. Londres veut organiser le premier Global Summit sur cette question de la safety, de la régulation de l'IA. Dans un monde où tout va plus vite, Yves. Je ne sais pas trop, Grégoire. Enfin, c'est ce que je peux dire, peut-être d'intelligent, je ne suis pas sûr, mais c'est que j'ai l'impression que le sujet est tellement énorme, tellement game changer, qu'évidemment, ça fait peur à tout le monde et tout le monde veut s'en emparer. Alors, la réaction naturelle, c'est d'organiser des grands symposiums, conférences, etc., rassemblés pour essayer de... Et puis, il y a la réponse industrielle où les acteurs présents, ceux qui sont positionnés, essayent de ralentir les autres. Enfin, on a vu les déclarations de Musk, etc., en disant... stop, parce qu'il a bien vu qu'il avait du retard. Il était même dans le projet initialement il y a quelques années. Et puis ceux qui ont pris de l'avance, essayer de ralentir de potentiels concurrents. Bon, ça, c'est la position de l'industriel. Pour le reste, je pense que c'est encore un peu la panique de ce point de vue-là. Enfin, la panique dans le sens où qu'est-ce que tout ça va pouvoir donner? Comment on va essayer de contrôler ça? Parce qu'évidemment, tout ça part d'initiatives privées. Alors, ça demande d'énormes moyens, comme ça a été dit, et on sent bien que là, on est dans un monde où on veut tout réguler, mais tout est compliqué à réguler. Et encore plus, quelque chose qui va réfléchir de plus en plus à notre place, justement. Donc, je ne sais pas répondre à la question. Je pense que personne ne peut, mais voilà un petit peu, moi, ce que je peux en dire. Non, mais on voit que la régulation d'Internet est arrivée assez tardivement. Il y a quand même cette idée très américaine de dire, allez, il y a le laisser-faire, il faut que ça prenne son envol, son essor, il faut que cette technologie grandisse, que les usages arrivent. Et puis, un jour, on a... Bon, sauf que quand les groupes font 2000, 3000 milliards de capi, qu'ils ont une empreinte mondiale vertigineuse, c'est plus compliqué de venir dire, on va vous réguler. On voit qu'avec les cryptos, visiblement aux États-Unis, non mais la fonction de réaction est déjà un peu plus rapide. Les cryptos existent depuis quelques années, mais il y a quand même en ce moment même d'ailleurs une campagne assez offensive tout de suite. Oui. Alors la régulation sur les cryptos aux États-Unis me semble, enfin le sujet me semble d'une autre nature en fait. Il est spécifique à l'environnement américain. Il est d'abord parce que le débat juridique sur qu'est-ce qu'un actif numérique n'a pas été tranché. Est-ce que c'est une valeur mobilière ou pas? C'est un débat presque de droit boursier de ce point de vue. Ça, de ce point de vue-là, l'Europe a pris l'avance. Elle a défini ce qu'est un actif numérique. Ce qui permet, il y a plein de problèmes, mais permet déjà de résoudre la question. Alors qu'aux États-Unis, non. Pour des raisons avouables, inavouables, on est dans un imbroglio juridico-politique d'ailleurs. En fait, toute cette affaire a beaucoup de ramifications. Donc là, c'est très compliqué.
je distinguerais les éléments d'évolution des technologies, ce qu'on peut en faire et puis ce qui se passe sur les plateformes crypto aux États-Unis. Christophe, pour finir avec vous, est-ce que l'IA générative sera ou non inflationniste? Est-ce que c'est un game changer pour la productivité? Je ne sais pas si vous avez des réponses là-dessus, avec plaisir, mais est-ce que c'est une conversation qu'on aura un jour, notamment dans les marchés obligataires, au sein des banques centrales? Je pense que les banques centrales regardent ce genre de choses, parce que si forcément ça rajoute de la productivité, ça rajoute de la valorisation action, et ça évite d'avoir plus rapidement une correction boursière et d'avoir à agir plus rapidement. Donc ça veut peut-être dire pour les banques centrales des taux qui resteront sur un plateau plus longtemps. Si le Nasdaq continue de prendre 10% tous les mois, effectivement. Non, mais le chiffre qui a été donné, et on est toujours dans l'exubérance, c'est 7 000 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires générés par l'intelligence artificielle. Donc c'est en gros le PIB de la France et de l'Allemagne cumulés d'ici 2030. Si c'est la réalité, il n'y a aucune raison que le marché s'arrête. Si c'est vraiment ce qu'on doit arriver sur l'intelligence artificielle, il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. Bon, de toute façon, le marché ne va pas s'arrêter. Non, mais enfin, de monter ou de baisser, j'en sais rien, mais le marché ne va pas s'arrêter. Voilà, il y a du potentiel si on applique effectivement ce genre de valo. Bon, restons sur ces perspectives incroyables à 10 ans devant nous. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Frédéric Rosier, Mirabeau, Christophe Dehondt, CPR Asset Management et Yves Maillot, YAM Capital.